Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous allons commencer. Donc tout le monde, les participants, les intervenants plutôt, pardon, vont activer leur caméra les uns après les autres. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis François Baume, je suis vice-président de l'AMRE en charge des sujets digitaux et également vice-président risque et assurance du groupe Sonépar. J'ai la charge de modérer en fait ou d'animer, si on peut dire, ce webinaire, et j'ai autour de moi Belinda Alboumazar. Donc de mon côté, c'est en haut à gauche de l'écran, mais je ne sais pas exactement comment c'est configuré chez vous. Belinda est directrice des assurances du groupe Transdev. Donc on Bonjour. reviendra plus en détail là-dessus dans le courant du webinaire. J'ai également à mes côtés Patrick Lacroix. Donc, Bonjour. Patrick est risk manager du groupe IDEX et également président de la commission automobile de l'AMRE. Et enfin, Vincent Minjol, directeur des risques et assurances de RATP Dev. Bonjour à tous. Donc nous sommes tous les quatre réunis aujourd'hui pour parler des enjeux de la mobilité ou des mobilités avec un pluriel à l'heure du déconfinement et de la reprise du travail sans le mode de télétravail. Moi je suis par exemple dans mon bureau habituel alors que mes camarades sont pour la plupart chez eux. Donc voilà, toutes ces thématiques sont extrêmement importantes et prégnantes pour nous à titre individuel, mais également pour nos professions en tant que risk manager. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de passer 1 heure ensemble, 40 minutes d'intervention et après des échanges questions-réponses au travers du module questions que vous devez avoir à disposition sur votre écran. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, elles seront prises en charge et traitées à la fin de la session. Vous aurez accès à la présentation, donc les slides qu'on va présenter seront mis à disposition et envoyés par l'équipe AMRE que vous connaissez tous postérieurement à la session. Donc on vous souhaite une très belle session. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Patrick pour initier et lancer le sujet. Oui, donc là, la période de déconfinement que nous vivons, c'est une période qui va changer nos habitudes, qui a changé des habitudes et nos attitudes. Certains d'entre nous, on a repris le véhicule, pour d'autres, on a repris les transports en commun. On a aussi, pour certains, pris son vélo ou une trottinette ou plus simplement repris la marche à pied. Alors évidemment, ça peut créer des risques. Ça va être pas sans conséquence sur la sinistralité et les polices d'assurance. Ce qu'il faut bien comprendre dans cette période de déconfinement, aussi bien dans notre voiture ou dans les transports en commun ou sur un deux roues, l'important c'est de bien avoir en tête qu'il y a des risques et qu'il faut, au sein de l'entreprise, communiquer sur ces risques. Et je pense que cette période de confinement, on en parlera un peu plus tard, mais la prévention a maintenant toute sa place. Appuyée avec la direction de la communication, on vous parlera un peu de nos retours d'expérience. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour justement la maîtrise de ces risques et bien communiquer sur cette période de déconfinement qui est un peu une période un peu difficile à vivre dans nos différentes entreprises. Pour cela, je vais laisser la parole à Belinda et à Vincent pour qui nous évoque en fait les retours d'expérience sur le secteur de transport public de voyageurs, sur la communication qu'ils ont mis en place, sur le retour au transport en commun et la difficulté de partage de la route avec les véhicules. Très bien. Donc, tout d'abord, je voudrais rappeler quelques chiffres et dire qu'aujourd'hui en Europe, 35% des trajets domicile-travail sont réalisés en transport en commun. Cette proportion est même plus importante dans les grandes métropoles et notamment en Île-de-France, on peut monter jusqu'à 65%. Donc, on voit le transport public est un élément clé de la reprise d'activité car il est nécessaire donc, au transport des populations, à éviter le congestionnement de nos routes et aussi à préserver le changement climatique. Donc, je rappellerai qu'aujourd'hui, il y a 7 millions de morts dans le monde en raison de la mauvaise qualité de l'air, 500 000 en Europe. Alors, évidemment, tout n'est pas causé par le véhicule, mais néanmoins, parmi les émissions de gaz à effet de serre, la grande majorité
est lié au véhicule individuel. Donc c'est un vrai enjeu aussi d'éviter le retour au tout voiture, et le transport public ne doit pas être le grand perdant de cette crise. Et il est essentiel de aussi assurer le retour des usagers dans les transports publics, dans les modes doux, que ce soit trottinette, vélo ou marche à pied. Donc, notre activité, elle a été fortement perturbée durant le confinement. Notre activité, elle a baissé d'environ 70%, 70 et 80%, parfois plus. Donc, on était à 0% pour le scolaire, évidemment, et très, très faible pour le transport des voyageurs sur les aéroports. Et aujourd'hui, après le déconfinement, on vise donc à rattraper notre offre de service à son niveau nominal, et on voit que la fréquentation est faiblement revenue. Aujourd'hui, on est à 20-30% de la fréquentation avant crise. Donc, notre défi aujourd'hui, ça va vraiment être de ramener les usagers, de restaurer la confiance et de communiquer efficacement sur les mesures sanitaires qui ont été mises en place, à la fois pour assurer la protection de nos propres collaborateurs et la protection de nos usagers. Donc, ça a été un vrai défi de s'organiser, et dans le temps de confinement, un vrai défi logistique pour obtenir également tous les équipements et les matériels nécessaires. Et aujourd'hui, donc, phase de déconfinement, on est prêt de nouveau à accueillir nos usagers. Et pour cela, on a mis en place des mesures adaptées. Ouais. Si je peux me permettre, Belinda, par rapport à ce que tu viens de dire, et je partage bien évidemment totalement, on fait quand même le même métier, même si on est concurrents. Si je peux me permettre auprès de tout le monde, je vais quand même faire une palissade, parce qu'effectivement, on fait du transport en commun. Alors si je sais lire un dictionnaire, il y a le mot commun dedans, donc ça veut dire ensemble. Sauf qu'on parle beaucoup de distanciation, donc effectivement, notre objectif, c'est de ramener la confiance auprès de nos voyageurs, avec la difficulté d'avoir cette distanciation qui nous est imposée tout à la fois par les différents ministères, parce qu'avec les protocoles de déconfinement que nous avons tous eus, également par rapport à la Commission européenne qui nous a fixé des règles sur le déconfinement. Et je pense qu'on peut passer sur peut-être le slide suivant pour regarder un petit peu le type d'action, enfin le type d'impact qu'on a sur même le slide suivant. Voilà, merci. Parce que comme l'évoquait Belinda, en fait, quand on reprend les chiffres du transport de voyageurs, on voit sur le graphique que vous avez sur la gauche un essor considérable, et notamment pour des considérations environnementales du transport de voyageurs. On a pris sur une base de 100 en 2000, et 10 ans après, le transport de voyageurs s'est développé de 50%. Ce sont des données que vous pouvez trouver sur les sites de l'INSEE, hein, donc des données publiques. Donc voilà, donc toutes les politiques des villes, que ce soit d'ailleurs en France, en Europe et voire dans le monde, ont poussé tout au transport de voyageurs. Sur le graphique que vous voyez à droite, vous avez quelque chose qui est assez intéressant. On s'est amusé à faire l'étude chez RATP-Dev là-dessus, pour voir effectivement, là-dessus, vous avez une chronologie avec d'une part l'impact du coronavirus, les mesures de distanciation et progressivement, en point 3, les levées de la distanciation. Ce qu'on peut voir dans ce graphique, alors je ne sais pas si vous voyez suffisamment, néanmoins, on a mis en parallèle le véhicule particulier, la marche, et ensuite le transport de voyageurs. Ce qu'on peut voir, bien évidemment, et comme vous en doutez certainement, c'est que bien évidemment, lié au confinement, chose logique, tous les transports se sont mis à plat. Néanmoins, comme vient le dire Belinda, effectivement, on est sur une logique de reprise de cette activité. Sur cette reprise de cette activité, ce qu'on peut voir en première tendance, c'est un grand retour du véhicule particulier. Pour l'instant, le transport de voyageurs, même s'il a su garder une fréquence quasi similaire par rapport à avant le confinement, et c'était imposé, on fait quand même du service public, c'était quand même imposé là-dessus. Néanmoins, la fréquentation, donc les voyageurs, ne sont pas encore revenus, et c'est une évidence. Et la question, effectivement, et tout le challenge qu'on a avec Belinda et puis d'autres concurrents, c'est effectivement de refaire venir nos voyageurs. Et c'est pour ça, si je peux me permettre, de passer au slide suivant, et je vais faire une analogie, non pas en restant en France, mais en passant sur l'Algérie. C'est des petites choses toutes bêtes, hein, que vous avez pu rencontrer sur le métro parisien ou sur d'autres réseaux en province. En fait, l'idée, c'est toujours pareil, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on fait du transport en commun,
Néanmoins, il ne faut pas que ce soit aussi commun que ça, et pas trop en commun non plus. Donc c'est là où l'équation est compliquée. Là, typiquement, sur le tramway d'Alger, on est obligé de mettre des stickers pour savoir où se positionner les gens. Donc ça paraît très bête comme ça, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix, effectivement, par rapport aux consignes que nous avons de la part des municipalités, de nos propres clients, autorités organisatrices, et bien évidemment pour des raisons de sécurité vis-à-vis de nos passagers, mais également de notre personnel de conduite et de tous nos salariés. C'est mettre en place des mesures, comme dans vos entreprises, je pense, réciproques, c'est mettre en mesure des moyens pour rassurer les gens et refaire venir les personnes dans nos réseaux. C'est ça. Donc, au-delà de ces mesures de distanciation sociale que l'on voit ici, donc marquage au sol, en gare, dans les véhicules, la condamnation de certains sièges, il y a d'autres évidemment mesures qui ont été mises en place, comme notamment l'imposition du port du masque et la mise en place également d'équipes volontaires parmi nos collaborateurs pour venir en médiateur et expliquer aux usagers la nécessité du port du masque, etc., parce que ça ne se fait pas aussi facilement dans tous les territoires. Également, la présence de gel hydroalcoolique dans les véhicules, et ça en fonction des discussions avec les autorités organisatrices. La désinfection quotidienne des véhicules et également la mise en place d'équipes volantes sur les lignes les plus utilisées pour faire des nettoyages complémentaires. Et enfin, la gestion des flux qui rentre aussi, c'est un point essentiel. Et pour ça, on s'appuie sur différents outils et notamment de nouveaux outils numériques qui maintenant nous permettent, avec des capteurs intégrés dans nos véhicules, d'identifier les émissions passives des smartphones. Donc, c'est complètement anonymisé, mais néanmoins, ça nous permet, ça plus la billettique, plus les caméras, on a développé des outils qui permettent en temps réel de connaître la fréquentation, les parcours, l'utilisation des lignes et donc d'adapter en conséquence l'offre et potentiellement de réduire l'offre sur certaines lignes qui sont peu utilisées et de renforcer l'offre sur des lignes où la fréquentation deviendrait plus importante. Et ça nous demande donc à nous très rapidement de déployer donc ces moyens sur les réseaux. Aujourd'hui, on a de nombreux réseaux qui sont déjà équipés, mais pas tous. Et ça permet finalement d'adapter en temps réel l'offre. Et demain, c'est d'étendre cela et de permettre aussi aux usagers d'avoir accès à ces données. Et donc de savoir, tiens, telle ligne aujourd'hui, elle est à temps de remplissage, elle est congestionnée ou pas, et donc j'adapte mon temps de départ, le moment où je vais utiliser le transport public ou pas, et d'adapter voilà, en fonction de la fréquentation en temps réel. Donc aujourd'hui, on sait que on est dans le monde d'après. Alors comment sera le monde d'après? On imagine qu'il y aura des modifications et que notre métier, en tout cas de transport public, va changer. Mais là, en tout cas, c'était une période très challenging, mais en tout cas, on a tous pu voilà, être en ligne de marche pour offrir et réaccueillir nos usagers qu'on espère voir de plus en plus nombreux. Et donc, comme vous l'évoquiez tous les deux, l'enjeu, c'est de recréer la confiance dans les transports en commun. Donc, Oui. on imagine, pour éviter avoir un déport ou un retour à une situation antérieure au tout voiture qui aurait un certain nombre de conséquences environnementales qu'on ne va pas forcément détailler ici. Mais est-ce que vous avez une visibilité, vous, j'imagine que oui, sur la progressivité de ces évolutions-là, par exemple? Vous pensez… Vas-y, je t'en prie. Non, alors c'est vrai que c'est difficile à dire, mais on regarde un petit peu ce qui se fait dans les autres pays, puisqu'il y a certains pays qui ont déconfiné avant la France. Alors après, c'est très culturel, et ce qui se passe dans un pays ne se reproduira peut-être pas dans un autre, mais en tout cas, il y a des signes qui sont plutôt encourageants, notamment dans les pays de l'Est, où chez nous, la République tchèque a déconfiné plus tôt, et la progression se vérifie, ainsi qu'en Chine, qui a été très fortement touchée. Néanmoins, le métro est de nouveau utilisé. Donc, on a des signes encourageants, mais je vais dire, c'est très culturel, ça.
Et on va être honnête, c'est que malgré le déconfinement, malgré la reprise, ce qu'on estime, là on fait justement pour rebondir sur ce que disait aussi Belinda, c'est que le big data qu'on utilise pour analyser les flux, etc., on ça sert également par rapport pour faire des projections en termes de fréquentation. Et ce qu'on peut noter, c'est que de toute façon, sur 2020, on n'estime pas un retour à 100% de toute façon des passagers. Vraisemblablement, on peut espérer du 50% en octobre-novembre. C'est un petit peu les signes qu'on voit. Potentiellement du 95% sur 2021. Donc, on reste quand même très prudent et bien évidemment, cela reste sous réserve d'un éventuel d'une rechute au mois d'octobre, exactement du deuxième vague. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, c'est un impact de toute façon durable sur la profession. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, qu'il y aura des impacts et qui nous poussera de façon à nous adapter. Donc on voit bien effectivement que la durée de ces impacts va forcément avoir un impact, des conséquences sur la sinistralité, sur à peu près toutes les branches, comme l'évoquait Patrick. Patrick, je pense que tu voulais rajouter des éléments là-dessus. Oui, alors, faut-il anticiper une hausse de la sinistralité et renforcer les actions de prévention propres au secteur ou aux flottes? Alors, évidemment, déjà, on constate que la plupart des flottes automobiles ont connu une réduction très forte de la sinistralité pendant la période de confinement. C'est moins 85%. Et ce qui est intéressant dans la semaine qui a suivi le déconfinement, la sécurité routière a indiqué que par rapport à la même semaine 2019, il y a eu beaucoup moins d'accidents, moins de blessés, mais plus de tués. Ce qui est intéressant de voir, c'est que cette période de déconfinement va engendrer ou engendre déjà des risques corporels, des risques d'accidents graves. Et c'est pour cela qu'il faut absolument communiquer en prévention et avec les directions de la communication en interne pour transmettre les bonnes pratiques. Alors, je commencerai par exemple pour l'exemple dans ma société, avant de laisser la parole à Belinda. Pour notre part, dès le déconfinement, dès la mi-mai, nous avons communiqué sur une fiche de bonnes pratiques les conseils. On s'est arrêté à 3 bons conseils pour reprendre la route. Premier conseil, c'est l'entretien du véhicule. Un véhicule peut rester 2 mois ou plus au garage, donc il est nécessaire de bien vérifier les niveaux des liquides, les pneus, les freins, les batteries, les essuie-glaces, les feux. Ça, c'est très important. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de respecter les distances de sécurité. On parlait de distanciation sociale avec la crise sanitaire que nous traversons. Il faut aussi respecter les distances de sécurité, ce qu'on appelle les 2 secondes au moins par rapport au véhicule qui nous précède, quelle que soit la vitesse. Il faut respecter ça parce que ce qu'on voit déjà dans les premiers accidents depuis quelques semaines dans le déconfinement, c'est qu'on a un trafic qui s'intensifie, qu'il y a des personnes qui ont eu de mauvais réflexes, qui se croyaient un peu encore seules sur la route, et avec des ralentissements, on a des chocs arrière. Donc, ces distances de sécurité doivent être absolument nécessaires. Et troisième conseil, c'est que finalement, ce qu'on voit, ce qu'a dit Belinda et puis Vincent, c'est que on a des personnes qui reviennent vers les transports en commun, puis d'autres qui ne reviennent pas et qui prennent des vélos ou des trottinettes. Et on a beaucoup plus de vélos de 2 roues sur la route, avec le partage de la route avec les véhicules. Il faut faire très attention, c'est le troisième conseil, aux autres usagers de la route. Donc, vérifier les rétros, vérifier les angles morts, faire attention à ça. Donc, on a diffusé une fiche de bonne pratique et on a aussi diffusé ces bons conseils sur les sites intranet dans notre société depuis le début du confinement. Je vais laisser la parole à Belinda pour le slide suivant pour aussi le retour d'expérience sur le transport public de voyageurs. Oui, on a anticipé un petit peu de la même façon que l'expliquait Patrick. Effectivement, donc notre activité a été donc réduite considérablement. Nos chauffeurs, beaucoup de nos conducteurs n'ont pas pratiqué, n'ont pas roulé.
Et donc, il nous paraissait important, avant la reprise au niveau nominal, de refaire un petit rappel et surtout, comme le disait Patrick, les alerter sur le fait que la route qu'ils allaient retrouver n'allait sans doute pas avoir le même visage que celle avant confinement. Parce qu'effectivement, on voit beaucoup plus de vélos, on voit beaucoup plus de trottinettes et des usagers qui n'ont pas forcément l'habitude de ces moyens de déplacement, qui prennent des risques. Et donc, il était important qu'on rappelle ces règles à nos conducteurs. Et donc, on a créé un sécurité spécifique sur ce thème-là, qui est partagé de façon dynamique dans nos réseaux. Donc, il tourne en boucle, il y a un petit fil aussi qui accompagne. Et on organise avec les conducteurs des quarts d'heure sécurité, donc avant la prise de service, où on rappelle les consignes, on les interroge. Donc, c'est on prend le temps un petit peu de les interroger sur les risques qu'ils anticipent, etc. Et donc, on leur rappelle les bonnes pratiques et donc le conseil de, voilà, on roule calmement, on n'est pas super joyeux de repartir sur la route et d'accélérer. Non, on prend son temps, on fait beaucoup plus attention aux usagers avec lesquels on partage la route et on est cool. Et ça, donc c'est le message qu'on a voulu faire passer. Et cette fiche est aussi en introduction dans les FCO, donc les formations de la conduite obligatoire, que l'on donne à nos conducteurs lorsqu'ils reprennent la route après 2 mois d'interruption. Voilà, donc on les a sensibilisés sur ce sujet qui nous paraissait effectivement très, très important. Et si je peux me permettre de rebondir, ça a d'autant plus de sens que quand on regarde un petit peu nos statistiques sinistres, on a quand même un pic d'accidentologie en général et surtout sur les milieux urbains dans les périodes mai-juin. Donc effectivement, ça a d'autant plus, voilà, donc ça a d'autant plus de sens de sensibiliser au-delà du confinement pendant cette période où on note d'année en année ces pics de mai-juin. Oui, tout à fait. C'est il y a une saisonnalité en fait. Okay. Oui, exactement. Et du coup, cette période un peu transitoire qui se cumule avec la saisonnalité, est-ce que ça a ou est-ce que ça va avoir un impact sur l'évolution des différentes responsabilités entre les différents acteurs de cette mobilité? Alors, je vais me permettre de répondre, mais là aussi de manière un peu provocatrice, c'est que de toute façon, nous, en transport de voyageurs, on est toujours responsable. Donc cela étant dit, voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est pas l'objet aujourd'hui sur l'obligation de sécurité, résultat, etc. Néanmoins, les questions qu'on peut se poser en faisant un peu de science-fiction, voire en scrutant un petit peu les réclamations que nous pourrions avoir, c'est voir, c'est par rapport, comme on disait un petit peu en introduction, c'est qu'on a des consignes des ministères, de la Commission européenne, pour permettre une reprise du transport. Même la Commission européenne considère que c'est une obligation de moyens. Donc, effectivement, on doit mettre tout en œuvre pour éviter les risques. Ça, c'est une évidence. La question, c'est qu'est-ce qui empêchera demain, je ne sais pas, hein, un voyageur de faire une réclamation parce qu'il prétendra avoir été contaminé parce que il a pris le métro, le bus, le tramway ou je ne sais quoi. Bon, il y a quand même un gros lien de causalité à mettre sur la table, donc c'est pas gagné pour lui. Néanmoins, rien n'empêche effectivement qu'on ait des réclamations là-dessus. On n'en sait rien, on verra au fil du temps. De même, ce qu'on scrute également, c'est les potentielles réclamations en faute inexcusable de l'employeur, de la part de nos personnels de conduite, de la part de nos personnels administratifs dans les guichets, etc. Voire peut-être demain, j'en sais rien, des réclamations à RCMS. Donc là-dessus, face à un risque finalement qui est assez, je veux dire assez nouveau, là-dessus, on reste quand même relativement méfiant par rapport à des avocats bien lunés, des associations de victimes bien lunées également, qui pourraient avoir une tendance à la réclamation là-dessus. Donc on reste relativement vigilant. Ça serait intéressant d'ailleurs de partager dans le cadre de l'AMRAE et quels que soient les secteurs d'activité, avoir un petit peu un retour d'expérience sur ce type de réclamation potentielle. Oui, et pour rebondir sur ce que dit Vincent, voilà, on est en période de renouvellement sur notre programme de responsabilité civile, et donc nous avons eu certains assureurs qui nous ont interrogés très clairement sur les mesures que nous mettions en place pour prévenir tout risque lié au Covid.
Donc, on a présenté donc la démarche qui a été mise en place chez nous. Mais voilà, c'était une question très directe. Voilà, expliquez-nous comment vous êtes-vous organisé pour prévenir les risques de mise en cause de votre responsabilité. Et d'autre part, mais ça, je pense que ça touchera tous les secteurs d'activité, mais donc pour le nôtre, c'est quand même assez essentiel. Les assureurs souhaiteraient maintenant intégrer des clauses d'exclusion relatives à la pandémie. Donc là, c'est pareil, il faut peut-être qu'on travaille au sein de la Marey aussi pour être très vigilant sur ce type sur ces tentations qu'auraient les assureurs d'exclure de façon large et systématique les risques pandémie. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours, et après je te repasse la parole, Vincent, au sein de la Marey sur ces sujets-là liés à l'évolution des assurances qui vont se faire dans les mois, voire années qui viennent. Donc il y aura probablement d'autres interactions, soit sous forme de webinaire, soit sous forme d'autres types d'interventions dans les commissions ou autres, sur ces sujets-là, soit de manière globale avec l'état du marché, ou plus spécifique sur l'aspect dommages, responsabilité, construction, etc. C'est vrai qu'on sent un petit peu cette tendance du marché à faire un petit peu comme ce qu'elle avait fait sur certains risques type terrorisme en RC, l'exclure a priori pour doucement revenir avec des possibilités d'intégration. Donc, ça sera vraiment intéressant de suivre ça, d'autant plus que nos directions en général, qui suivent la presse et compagnie sur le sujet Covid, on voit que l'assurance effectivement dans le viseur sur plusieurs sujets. Donc, c'est clairement un sujet aussi sensible, je pense, pour les directions des assurances par rapport à l'assurabilité des responsabilités liées aux pandémies. Ok. Patrick, tu veux ajouter quelque chose là-dessus ou non? Du coup, je parlerai un peu plus tard sur les conséquences de cette crise sanitaire sur les renouvellements des programmes. Ok. Du coup, je vous propose qu'on passe à la thématique suivante qui a dû s'afficher sur votre écran, sur la façon dont, de manière globale, votre secteur réagit et s'organise face à tout ça. On en a déjà un petit peu parlé, mais on l'a esquissé. Et surtout sur la thématique, en fait, est-ce que le secteur doit se réinventer dès à présent, dès maintenant? Comment vous faites? Où vous en êtes par rapport à ces différentes questions? Je me permettre juste de prendre la parole sur ce sujet-là assez rapidement, mais comme on l'a évoqué, on fait du transport de voyageurs. La problématique, c'est que quand on a vu les courbes précédemment, c'est que le transport de voyageurs diminue. On voit un essor, et je pense qu'on peut passer au slide suivant. On voit l'essor du télétravail. Il y a notamment un article des Échos, et vous avez la source dans le document. L'article des Échos, et comme d'autres, ont démontré effectivement la grosse tendance, et sans doute une tendance qui va se confirmer, qui va s'endurcir dans les différentes entreprises, qui est le télétravail. Dans quelle proportion, on verra. Quand on sait qu'en France, on a 74% des emplois qui sont liés au tertiaire, on peut craindre effectivement que ce soit dans les grandes métropoles comme dans les villes moyennes, une forte réduction de l'attractivité des transports de voyageurs du fait de ce télétravail. Ce qu'on disait avec certains collègues chez RATP, on disait mais finalement nos concurrents de demain, c'est plus des Transdev, c'est plus des Keolis, c'est des Teams, c'est des Skype, c'est des Zoom, parce qu'effectivement, quand on prend la notion de rémunération dans nos business models, on a des rémunérations qui peuvent être liées à la fréquentation, au kilomètre parcouru, aux recettes, etc. Donc forcément, que ce soit nous, transporteurs de voyageurs, ou même nos clients, autorités organisatrices, qui perçoivent également une partie des recettes qu'ils nous reversent pour faire fonctionner nos modes de transport, on risque d'arriver à un assèchement économique de notre secteur. D'autant plus que si on cumule à ça les risques de chômage, donc forcément des gens qui prennent peut-être un peu moins les transports, risque de transfert modal, comme tu l'as évoqué Patrick, sur la trottinette, sur le vélo, sur la moto, etc. Sur peut-être une réduction des transports non obligés. Transports non obligés, c'est transport de loisirs, etc. Ce qu'on peut craindre sur nos métiers, qui sont déjà des métiers à marge relativement faible, c'est un assèchement, c'est ce que je disais, c'est un assèchement purement économique de notre rentabilité et notre financement. Et si je refais un lien par rapport à ce que disait Belinda tout à l'heure sur l'aspect écologique du transport de voyageurs, le problème, c'est que l'investissement, même lié au transport de voyageurs,
risque aussi de s'assécher du fait de ces problématiques de financement. Donc on arrive là aussi dans une équation un peu compliquée où tout le monde dit effectivement le télétravail c'est bien, et je suis le premier à dire c'est bien. Néanmoins, c'est un véritable concurrent pour le transport de voyageurs qui doit se réinventer. Donc là-dessus, on sème un petit peu les pistes et les réflexions sur le sujet, et je pense qu'il y a encore toute une feuille blanche à écrire là-dessus. Et si on lit ça, comme mentionné sur le slide, à notre business model, je pense que c'est potentiellement quelque chose dans nos métiers de transport de voyageurs, voire sur plus d'autres secteurs d'activité. C'est peut-être un sujet à réintégrer dans des cartographies de risque, dans le sens où on a réellement à se réinventer comme modèle économique. C'est vraiment un impact extrêmement profond et durable. Ouais, donc ouais, effectivement, et la crise nous oblige, en tout cas dans le transport, enfin, dans le secteur du transport public, à nous réinventer et à faire preuve de créativité et d'innovation. Et effectivement, aujourd'hui, on y réfléchit tous hein, dans nos organisations, et c'est vrai qu'on pousse aussi sur certaines réflexions qu'on appelle le MaaS, Mobility as a Service. Ou donc qui sont comme aujourd'hui on regarde sur leur smartphone, on a des vidéos, on acquiert, on consulte ses mails, etc. L'idée est aussi sur son smartphone de pouvoir choisir son offre de transport multimodale et donc de pouvoir calculer ses temps de transport, choisir comment je fais, je prends le transport public, puis je prends la trottinette, puis ensuite je prends un taxi. Enfin, voilà, donc ça, c'est des offres aussi sur lesquelles on se positionne, justement pour faciliter et ramener les usagers qui, grâce à une appli sans contact, ils peuvent acheter tout le mode de transport qu'ils souhaitent. Ils conservent les types de transport sur le smartphone, etc. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Le transport à la demande aussi, qui peut aussi être une bonne alternative dans ces schémas. Et puis après, bon, il y a eu quand même des effets positifs, puisqu'on a tous été finalement poussés à se transformer, à aller plus vite. Et nous, on a vu aussi le déploiement chez nous d'outils qui étaient mis à disposition, qui étaient peu utilisés, mais qui ont connu une explosion incroyable. Et on espère que ça restera, et notamment des applications au Mobimi qui sont à disposition de nos conducteurs, puisque Transdev en France, on a 23 000 conducteurs. Par nature, ce sont évidemment pas des gens qui ont un poste de travail avec un ordinateur. Et donc, tout l'enjeu, c'était pendant la période de confinement, de rester connecté avec ces conducteurs, de pouvoir leur transférer les bonnes consignes et de préparer le déconfinement. Et donc, cette appli qui était déployée mais finalement peu utilisée, bon, elle a connu un boom durant cette période. Et aujourd'hui, voilà, c'est intégré aux usages et on est en lien avec nos conducteurs sur leur smartphone. Ils peuvent gérer leur quotidien. On peut leur transmettre le planning, des indications de fonctionnement sur le réseau. Enfin, voilà, donc on aura quand même aussi des effets positifs de par cette crise. Ok. C'est une bonne nouvelle et ces effets positifs risquent d'être, comme vous le disiez, pérennisés probablement sous une forme dans les habitudes. Ouais. Et c'est principalement des effets, principalement je ne sais pas, mais c'est de ce que je comprends beaucoup d'effets, beaucoup de moyens digitaux en fait qui sont utilisés pour prévoir la demande et l'adapter, communiquer avec les salariés. Ouais, en complément des outils digitaux, c'est également des prises de participation dans d'autres types de mobilité. Hein. C'est comme l'a dit Belinda, du transport à la demande, de la trottinette, du scooter, etc. Donc aussi, c'est sortir de nos modes de transport traditionnels, un petit peu le transport à papa, pour aller sur le transport 2.0 qui, de toute façon, doit être largement multimodal. Voilà. Et alors, du coup, transition toute trouvée pour le slide d'après qui traite des EDPM. C'est un acronyme un peu technique, mais je vais laisser les spécialistes le décrire plus en détail. En fait, là, on voulait faire un peu un focus sur ces engins de déplacement personnel motorisés. On les connaît sous le nom de trottinette, gyropode, overboard. Pourquoi d'ailleurs je fais ce focus-là? Parce que en interne, comme beaucoup de personnes, je fais de la formation à distance
Et il y a des personnes en interne qui posent des questions si, tiens, vous parlez de flotte automobile et moi, si j'utilise ma trottinette, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a quand même un engouement d'utiliser ces nouveaux modèles de mobilité dans la situation que nous vivons. Il faut rappeler que ces engins, maintenant, c'est encadré et qu'ils entrent dans le code de la route. Et maintenant, donc, les personnes qui utilisent ces engins, si c'est des engins loués auprès du loueur, le loueur a mis en place une assurance. Mais si vos collaborateurs utilisent leur propre trottinette pour aller au travail, il ne faut pas qu'ils oublient de se rapprocher de leur assureur automobile ou MRH pour se couvrir. Les couvertures, c'est surtout la RC obligatoire, hein, parce qu'il y a eu ce changement de réglementation, parce que malheureusement, il y a eu un décès dans le passé qui a fait que l'État a voulu légiférer tout ça et faire en sorte qu'il y ait une RC obligatoire automobile. Mais vous pouvez aussi couvrir l'engin pour le vol et également surtout la protection du conducteur. Hein, parce qu'on a vu qu'il y a certains accidents avec ces nouveaux engins, c'est la personne qui se blesse tout seul. Donc, il faut faire très attention aussi à ça. Les points de vigilance simplement par rapport à ces engins, moi, je ne pousse pas à utiliser ces engins parce que effectivement, le risque corporel est très élevé. Et puis, vous savez que là, aujourd'hui, on est dans une période de déconfinement avec un partage de la route, avec des personnes qui savent pas forcément ne plus utiliser un vélo ou autre. Donc, c'est très dangereux. Et je pousse pas à utiliser ce genre de mobilité. Mais je tenais à rappeler que, en plus, ces engins, il faut savoir qu'au 1er juillet 2020, il va falloir mettre en place des feux avant et arrière, mettre en place un frein, un signal sonore. Donc voilà, ça va devenir un engin en proprement parler et qu'il va falloir en fait que les gens, en quelque sorte, respectent la réglementation. Donc je voulais faire un focus là-dessus parce que il y a des gens qui utilisent de plus en plus ces engins, surtout en ce moment. Que les gens prennent le bus, c'est mieux. Voilà. C'est le message qu'il faut retenir. Et donc du coup, j'ai mieux compris ce que c'était les EDPM, j'imagine que tout le monde aussi. Et en termes de, tu l'évoquais tout à l'heure, Patrick, en termes d'impact sur la sinistralité, sur les polices d'assurance flotte automobile, je pense qu'on peut essayer de détailler un petit peu plus. Alors oui, alors ce qu'on peut voir, alors, bien sûr, c'est peut-être un peu trop tôt par rapport au renouvellement. On a des renouvellements au 1er juillet, mais on a beaucoup de renouvellements au 1er janvier. Ce qu'on constate déjà, c'est que il peut y avoir des gestes commerciaux des assureurs qui peuvent rembourser une partie de la prime au prorata de la période de confinement qu'on a vécue. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des flottes ont enregistré une forte baisse de la fréquence, moins 85% pour certaines. Hein. Donc on peut négocier auprès des assureurs, ça c'est une bonne nouvelle, des remboursements de primes, mais aussi, par exemple, par rapport au montage qu'on peut avoir avec des franchises ou des stops dommages, on peut aussi essayer de négocier des remboursements anticipés ou pas par rapport à ces montages. Donc, il y a une position de force qu'on peut retrouver des entreprises par rapport aux assureurs en fonction de des résultats de la sinistralité. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très prudent. On va voir comment que ça va se passer dans les mois qui viennent. Est-ce qu'on va revenir à une sinistralité comme on l'avait avant? Est-ce qu'on va avoir un peu moins d'accidents? Ou est-ce qu'on va avoir peut-être moins d'accidents mais plus de corporels? Et là, ça peut bien sûr jouer sur les résultats. Donc, on peut dire qu'une entreprise qui avait des bons résultats, peut-être qu'elle aura une réduction de la prime au renouvellement. Celle qui avait des résultats moyens peut peut-être avoir une amélioration et puis renouveler à l'identique. Mais par contre, une flotte qui était fortement déficitaire, je ne pense pas que la période de confinement qu'on connaît va réduire fortement sa sinistralité et qu'elle va pouvoir obtenir une réduction de prime. Donc, il ne faut pas oublier que le marché de la flotte automobile, c'est un marché déficitaire. Et donc, aujourd'hui, les assureurs, depuis quelques années, il y a une augmentation générale des primes et qu'ils souhaitent effectivement améliorer leurs résultats techniques et qu'on va toujours rester sur un marché haussier. Mais néanmoins, la période qu'on a connue
ça peut apporter des bonnes nouvelles. Et il ne faut pas oublier que les assureurs aussi raisonnent au niveau global. On sait très bien que cette période de crise sanitaire va engendrer des faillites. Ça va engendrer des baisses de primes, par exemple sur l'assurance dommage ou RC pour les assureurs. Ça va peut-être aussi réduire nos flottes. Hein. Il va y avoir peut-être des recherches d'économie de la part des directions qui ont été impactées financièrement par rapport à cette période que nous connaissons. Donc, les assureurs réagissent au niveau global et ils ne vont pas réduire fortement les primes d'assurance. Donc voilà sur ce focus renouvellement des polices. Et j'imagine que ça va avoir aussi un impact sur là, on parlait flotte automobile, mais au-delà de la flotte automobile, il y a également les polices pour les bus et enfin, qui rentrent aussi dans la flotte automobile. Vous avez le même ressenti? Alors, sur une réduction, moi j'y crois pas du tout parce que pour la réduction pour 2021, pour le renouvellement, moi j'y crois pas du tout parce que de toute façon, dans le marché de transport de voyageurs en automobile, il n'y a pas d'acteurs. Donc déjà le choix est vite fait. Qui plus est, je pense que les assureurs ne sont pas dupes non plus. Quand ils voient une réduction de sinistralité, de fréquence sur une période qui est exceptionnelle, si effectivement sur 2021 on repart sur une année normale, je pense que même dans leur modèle statistique, ils réaugmenteront l'impact de la non-sinistralité sur février jusqu'au mois de juin pour remettre ça par rapport aux années précédentes. Et vu que les stats en général, on est sur du 5 ans de stats, je pense pas qu'il y ait un effet fantastique. Après, pour rebondir sur ce que disait Patrick, sur des gestes commerciaux plus que des réductions de primes, là oui. Et là, clairement, nous, on a expérimenté ça avec notre assureur auto de manière symbolique. C'était plus, l'impact financier était pas fantastique. Néanmoins, sur un plan symbolique, c'était utile et ça permettait, notamment sur certaines de nos activités, comme le tourisme, etc., où on avait une perte de chiffre d'affaires de 100%, de montrer qu'effectivement, les assureurs étaient également des partenaires, au-delà d'être de simples assureurs, mais des partenaires de nos métiers et loin de toutes les luttes contre les assureurs qu'on a pu lire dans la presse ces derniers temps, ben les assureurs savaient faire des efforts aussi quand il fallait. Oui, tout à fait. Tu veux ajouter quelque chose de plus, Belinda, sur ce sujet ou non? Alors, Non. avant de passer aux questions, il nous reste encore quelques thématiques à parcourir et quelques slides. Donc, si tu peux passer au slide suivant. Donc, on a vu tout au long de ces échanges les impacts du Covid sur la mobilité pendant la période de confinement massif et puis dans cette période de déconfinement et plus progressivement pour le futur, vos perceptions et vos idées. Donc là, c'est un slide sur quelques slides finalement sur les parcs, les sous-jacents. C'est effectivement, c'est juste des éléments d'information qui permettront justement aux personnes qui regarderont, je pense à tête reposée, la présentation, d'avoir un petit peu un état aussi du périmètre bus, car, transport de voyageurs, que ce soit en mode routier, en mode ferroviaire, pour voir effectivement les enjeux. Et ces graphiques, il faut les mettre en perspective avec ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure. Donc je pense qu'on peut passer assez rapidement là-dessus. Voilà. Mais du coup, il y a celui-là et puis celui d'après sur la même chose sur les métros, les RER et les tramways, c'est la même logique. Donc, exactement. Avant de passer aux questions, je voulais vous demander donc chacun un bref mot rapide de synthèse de cette intervention avant de passer aux différentes questions et de conclure. Je ne sais pas, Belinda, par exemple, si tu veux commencer. Moi, alors, je commencerai sur un point un peu positif. C'est vrai que la période a été très brutale. Je pense comme pour toutes les activités et chacun dans nos métiers. Chez nous, ça a été d'autant plus brutal que le risque était d'avoir une coupure entre finalement les managers qui peuvent travailler en télétravail et puis le terrain. Donc ça, c'est un vrai défi aussi de garder le lien, de garder le contact. Et aujourd'hui, on a eu un gros travail aussi vis-à-vis de nos conducteurs pour les rassurer, les ramener aussi
les assurer de conditions de travail satisfaisantes. Et on est vraiment ravis parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos conducteurs répondent présents et sont là pour assurer le service. Ce qui n'est pas évident quand on leur dit maintenant tu vas porter un masque, tu auras un panneau qui te permettra pas d'être en contact avec les clients. Voilà, pour eux aussi, c'était une nouvelle façon de travailler. Donc, c'est pas forcément évident. Donc, beaucoup d'accompagnement, beaucoup de formation, beaucoup d'écoute pour nos conducteurs. Et en tout cas, c'était plutôt positif. Et on a très peu d'absentéisme lié au Covid. Donc, ça, c'était le point positif que je retiendrai. Patrick? Oui, pour moi, en fait, c'est dans la période qu'on connaît, certains d'entre nous sommes au télétravail et puis d'autres sur le terrain. Ce qui est important, c'est de poursuivre le travail de prévention et de communication. Là, il faut vraiment communiquer pour dire attention, hein, comme je vous le disais, les bons conseils, le risque corporel, faites attention aux autres sur la route. Voilà, donc on vit une période un peu spéciale et on peut ne pas forcément être au bureau et il faut continuer à communiquer, à garder le lien avec les différentes personnes du groupe et ça c'est important sur la durée. Et puis après, le deuxième volet, c'est qu'on verra comment que ça va évoluer, comment va évoluer cette crise d'ici la fin de l'année et on verra les enseignements à tirer et puis surtout les conséquences par rapport à nos polices d'assurance. Vincent? Écoute, en fait, notre métier, c'est quand même en fait de transformer presque des risques en opportunités. Donc le risque, on l'a évoqué pendant tout ce déroulé. Et en fait, les opportunités, moi, je vois ça comme finalement, si on essaie de tirer un peu de positif, en fait, c'est super excitant comme situation parce que mine de rien, on a vécu quelque chose d'assez exceptionnel. Qui va avoir sans doute des impacts assez durables, alors positifs comme négatifs. Hein. Néanmoins, nous, si on revient sur notre métier, ça va impliquer de grandes mutations dans nos entreprises, quelles qu'elles soient. Donc, je pense que justement, sur l'aspect assurantiel d'une part, cartographie de risque d'autre part, je pense qu'on a des cartes à jouer et je pense que demain, à voir comment effectivement se positionne aussi la profession dans les organisations internes des entreprises, mais je pense qu'on a un rôle à jouer au niveau RH, au niveau industriel, au niveau stratégique, etc. Parce que forcément, il y a plein de choses à faire. Et la question qui arrivera derrière, c'est comment aussi nous accompagne le marché de l'assurance par rapport à cette transformation. Donc, je pense qu'on est au début de quelque chose qui pétille et je pense que enfin, on verra ce qu'il en sort, mais c'est super excitant. Et ça, je pense que c'est un message intéressant parce que c'est vrai pour votre secteur, mais c'est probablement vrai avec une façon de se mettre en œuvre un peu différente, mais pour beaucoup d'autres secteurs, si ce n'est tous en fait. Ok, merci à tous les quatre. Donc il y a quelques questions. Alors, il y a notamment une pour vous demander à chacun de vous trois. Si avant de reconfier le volant ou je ne sais pas si on parle de volant pour un tramway par exemple, mais de redonner un véhicule quel qu'il soit à un de vos conducteurs, est-ce que vous utilisez des simulateurs de conduite type compagnie aérienne ou des modalités équivalentes? Oui, Alors, je monsieur. voyais Vincent hocher la tête. Si tu peux nous partager un petit peu là-dessus. Ouais, mais en fait, comme beaucoup de transporteurs de voyageurs, en fait, on utilise pas mal de simulateurs, que ce soit sont des simulateurs sur différents modes de transport. C'est que ce soit du métro, que ce soit du tramway, où effectivement, c'est pas un volant, c'est des commandes, c'est des joysticks. Voilà, donc oui, on utilise. Qui plus est, aujourd'hui, effectivement, il y a pas mal d'outils où un simple PC suffit avec un petit boîtier de commande. Il n'y a pas besoin d'un simulateur type aérospatial pour simuler un tramway. Donc, il y a pas mal de choses. Après, on ne le fait pas systématiquement sur tous les réseaux, mais c'est quelque chose qu'on diffuse et qu'on met à disposition des conducteurs. Oui. Et plutôt pour le rail ou pour la route? Ou les deux indifféremment? C'est plutôt le rail. Plutôt le rail, d'accord. Et vous aussi. Et toi, Patrick, vous utilisez des dispositifs de ce type? Nous, dans notre entreprise, non, parce que il y avait encore pas mal de personnes qui roulaient, puis là c'est revenu pratiquement à presque à 100%. Par contre, je rajouterais que ce sont les préventeurs qui ont dû s'adapter à la période que nous vivons, que nous avons vécu, que nous vivons, et qui proposent des formations à distance avec des simulateurs, parce qu'ils peuvent pas forcément se déplacer dans les agences, dans les entreprises.
Donc, ils ont dû aussi s'adapter et proposer des formations à distance avec simulateur. D'accord. Donc ça, c'est des choses que vous aviez déjà organisées avant et que vous avez continué et peut-être diffusé de manière plus massive pendant la crise, et que donc j'imagine vous avez pérennisé et peut-être renforcé ou demain. Ok. Donc ça, c'était la première question. Une autre question que j'ai envie de vous poser, mais auquel vous avez pour partie répondu au travers de tout ce que vous dites, c'était une question sur finalement la perception que vous avez chacun d'entre vous de votre rôle ou valeur ajoutée en tant que risk manager dans cette crise, en fait, pour votre secteur d'activité. Alors, c'est pas évident, hein, la question n'est pas facile et y répondre n'est pas facile non plus, mais Ouais. Moi, je pense que où j'ai été sollicité assez rapidement, c'est pour la mise en place des plans de continuité d'activité. Hmm. Où là, en fait, c'est très rapidement après le début du confinement, il a fallu travailler en équipe, mettre en place une cellule de crise. Et là, moi, j'ai été sollicité justement pour la rédaction du PCA. Et ensuite, j'ai été, avant le déconfinement, été sollicité sur le plan de reprise d'activité. Et tu vois, la reprise d'activité s'accompagne, c'est à ce moment-là que ça s'accompagne également par de la communication, comme on le disait. D'accord. Ouais, nous, alors moi je m'occupe pas des risques, mais assurances, mais il est vrai que on a aussi beaucoup communiqué sur les mesures préventives aussi pour la phase de confinement, sur comment protéger les assets qui ne sont pas occupés, etc. Donc c'était l'occasion aussi de repartager de l'information avec nos sites pour les sensibiliser à cela, et aussi d'échanger beaucoup justement sur le plan qui était mis en place, et de récupérer de l'information sur comment s'organiser, etc. Et leur faire comprendre que les assureurs avaient aussi besoin et étaient demandeurs d'informations. Et donc, ça crée en quelque sorte beaucoup plus d'échanges sur l'opérationnel, la mise en place des stratégies telles qu'on les a appliquées, et le monde risque et assurance. Donc, rappeler le besoin, en fait, vraiment de travailler ensemble et de partager l'information. Avec le gros aspect, l'aspect important et significatif communication. Ouais. Et sans oublier, si je peux me permettre, sans oublier les ressources humaines, parce que justement pour rebondir sur ce que disait Patrick sur le PCA, où on a été mis assez rapidement dedans, les ressources humaines ont fait un boulot, enfin en tout cas nous de notre côté, qui était purement excellent. Et ils n'ont pas fini de bosser là-dessus. Donc effectivement, l'aspect, et ça fait le lien entre les risques et les RH qui sont assez prégnants sur ce type de problématique. Après, par rapport à la fonction même, c'était intéressant parce que c'était à la fois un positionnement relativement high level au niveau de la présidence de la boîte, tout simplement pour des questions relativement récurrentes. Quid des pertes d'exploitation consécutives, enfin non consécutives plutôt, quid des sujets assistance, donc assistance, mission expatriée également, où on a pu avoir quelques problématiques, et c'est typiquement type de contrat, je vais être honnête, sur lequel que j'avais jamais activé pour des sujets graves chez nous. Là, on a eu malheureusement une contamination dans le groupe de quelqu'un qui est au CODIR chez nous, dans un pays relativement perdu. Donc, il a fallu faire jouer ce genre de contrat. Donc, c'était assez à la fois high level, très pratico-pratique, et après, effectivement, dans la reprise, beaucoup de questions opérationnelles, même des questions très simples, c'est de se dire, voilà, on nous impose quelques modifications de véhicules pour des raisons justement de sécuritaire, pour des raisons sécuritaires liées au Covid. Quid de l'assurance? Est-ce que ça aggrave le risque? Est-ce que c'est couvert si on a un sinistre, etc. Donc on s'est senti utile, c'est aussi bête que ça. Et alors du coup, parmi ces questions, il y a une question là qui vient d'être posée, qui est plus, qui est pratique, et effectivement à laquelle j'imagine que vous avez peut-être réfléchi. On donne des consignes de distanciation physique, etc. Mais quid du constat amiable? Il y a une hausse de la sinistralité, on l'évoque, vous avez un accident sur la chaussée et votre conducteur, votre préposé doit signer un constat amiable avec la partie adverse. Est-ce que vous avez diffusé aussi des bonnes pratiques, des guides spécifiques
pour gérer cette distance, la préservation de cette distanciation, alors même qu'il faut signer un papier identique, etc. Alors, vous êtes peut-être déjà digitalisé là-dessus, mais Pas Non, du tout, nous, on n'a pas de sinistre. d'accord. Non, mais par contre, ce qui est intéressant de souligner, c'est que la crise qu'on a traversée va sans doute accélérer le monde digital de demain. Oui. Et même pas forcément le constat ou le fait de gérer une flotte automobile où on va effectivement de plus en plus utiliser des logiciels. Mais par exemple, pour ce qui nous concerne, dans notre métier, on avait déjà mis en place des capteurs pour éviter que du personnel se déplace lorsque, par exemple, il y a une alerte dans une chaufferie. On sait très bien que ça pose problème dans une période de confinement. On ne veut pas qu'une personne puisse prendre des risques et aller gérer la panne dans la chaufferie. Donc, je pense que ça va donner un coup d'accélérateur dans les investissements digitaux pour tous nos métiers et pas seulement la gestion des accidents de flotte automobile. Et je me permets juste de rajouter quelque chose parce que j'ai plaisanté, mais c'est une très bonne question parce qu'effectivement on n'a pas été confronté nous typiquement à ce type de questions ni de retour. Et pour être honnête, on n'a pas accompagné non plus nos conducteurs sur ce sujet du constat amiable. C'est une très bonne question. Donc voilà, donc ça nous permettra peut-être d'anticiper un petit peu ce qui arrivera sur les modalités d'e-constat. On a essayé d'y travailler avec nos assureurs, également avec les opérationnels, mais pour être honnête, les gens quand même, que ce soit les tiers comme nos conducteurs, restent quand même très attachés au papier. Pour une simple raison, c'est qu'il faut signer. Donc ça arrivera progressivement. Mais à mon avis, ça prendra quand même un certain temps avant qu'on passe du tout numérique, enfin du tout papier au tout numérique. Mélina, tu voulais ajouter quelque chose sur cette problématique des constats et de la distanciation? Non? Non, mais comme effectivement, on n'a pas abordé ce sujet dans les sensibilisations qu'on a réalisées auprès de nos conducteurs. La question ne nous est pas remontée non plus, mais ça me paraît pas insurmontable de poser le papier sur le capot et puis de s'éloigner d'1 mètre pour le signer. Oui, je pense, ouais. Mais avec toutes les problématiques de cochage de cases, etc., que ça peut comporter, quoi. Je pense qu'on arrive au terme de ce webinaire. Pour respecter les horaires et permettre à tout le monde de passer soit au prochain webinaire, soit à la prochaine conf call ou autre. Je tenais à vous remercier tous les trois pour votre temps et l'énergie et puis la passion que vous avez mis dans la préparation de ce webinaire. Personnellement, je n'étais pas spécialiste du secteur du transport de voyageurs. J'ai appris beaucoup de choses. Je vous en remercie. Donc, je vais envisager mes déplacements personnels d'une manière un peu différente dans le futur. Donc, c'est déjà un bénéfice induit par ce webinaire. Donc, j'espère que tout le monde a trouvé ça intéressant et a pris plaisir à suivre ces échanges-là. Le PowerPoint sera disponible et sera transmis par l'équipe Amray. Et si d'autres questions se faisaient jour postérieurement au webinaire, il ne faut pas hésiter à contacter Frédéric Jean Auguet qui se chargera de les répercuter pour qu'on puisse apporter des compléments de réponse éventuellement par écrit. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot, chacun d'entre vous, et puis après on va rendre l'antenne. Non, merci à tous. Très bien. Merci à tous et à tous ceux qui nous ont suivis. Merci, à très bientôt. Et puis bonne continuation, prenez toujours soin de vous au bureau ou à la maison et sur la route aussi. Okay. À bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.